Bonjour et bienvenue dans Pour tout vous dire. C'est l'un des rituels de la rentrée. Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine se déroulent cette année autour du thème « Patrimoine pour tous ». Il faut savoir que cette manifestation est un succès en termes de fréquentation en France et dans toute l'Europe. Lancées en 1985, elles sont l'événement culturel le plus réputé auquel participent ensemble les citoyens européens. En France, en moyenne, ce sont 12 millions de visiteurs qui se pressent pour découvrir à cette occasion des lieux prestigieux ou plus confidentiels. Aujourd'hui, dans Pour tout vous dire, nous allons nous intéresser à ces journées, mais aussi plus globalement au thème du patrimoine culturel, ce que ce terme recouvre et comment il est préservé aujourd'hui. Nous en parlerons avec deux éminents spécialistes, Julien Lacaze, président de l'association Sites et Monuments, et Charles Personnat, directeur de l'Institut national du patrimoine. Et puis, la deuxième partie de l'émission sera consacrée à un sujet très contemporain, celui de la restitution du patrimoine pillé aux pays anciennement colonisés. Zahia Rahmani, responsable du domaine Histoire de l'art mondialisé à l'Institut national d'histoire de l'art, sera avec nous pour évoquer ce sujet. Bonjour à tous les deux, Julien Lacaze, Bonjour. Charles Bonjour. Personnat, et merci d'avoir accepté notre invitation. Julien Lacaze, vous êtes un ex-avocat, docteur en histoire du droit, et vous présidez aujourd'hui la plus ancienne association agissant pour la protection du patrimoine en France, Sites et Monuments. Et Charles Personnat, vous êtes un haut fonctionnaire spécialiste de l'histoire byzantine. Et vous avez pris depuis 2019 la tête de l'Institut national du patrimoine, qui est un établissement d'enseignement supérieur qui assure la formation des conservateurs du patrimoine, de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des restaurateurs du patrimoine. Je pense qu'on en parlera plus tard dans l'émission. Alors pour commencer, on pourrait revenir sur une définition de ce qu'on appelle le patrimoine aujourd'hui. Quel processus permet de définir ce qui appartient ou non au patrimoine ? Peut-être Julien Lacaze pour commencer. Bon. Donc effectivement, c'est un processus de classement. Alors dans le terme classement, à l'origine, donc, quand cette idée a été inventée donc sous Louis-Philippe, avec la grande époque de Mérimée, il y avait une idée de hiérarchisation. Il y avait des classes en fait dans les... Prosper Mérimée, qui est le grand littérateur qu'on connaît, et qui était un inspecteur général des monuments historiques et qui faisait des tournées comme ça dans toute la France pour essayer d'aller identifier justement ce patrimoine qui était en train de naître en fait sous nos yeux. Et donc effectivement, il y a cette idée de hiérarchisation qu'on retrouve aujourd'hui dans les deux niveaux de protection qui sont le classement et l'inscription. Quelle est la différence ? Alors, la différence, c'est une différence de degré en fait, de protection qui n'est pas forcément toujours très cohérent. Il pourrait y avoir des biens effectivement qui sont inscrits, qui mériteraient un classement. L'État est en train d'essayer de revoir certaines de ces protections. Quel est le plus haut niveau ? Alors, c'est le classement et l'inscription est en dessous. En dessous, d'accord, qu'on comprenne bien. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'à l'origine, il n'y avait pas de loi de protection du patrimoine. Et donc, l'État s'est servi de la tutelle qu'il avait en fait sur les collectivités, c'est-à-dire sur les communes, les hospices, sont des collectivités en fait subordonnées à lui, et que par des circulaires, on a réussi à demander justement aux communes de conserver par exemple leurs églises, puisqu'elles sont propriétaires des églises, les hôtels de ville, les hospices, et donc ça a un petit peu formé en fait la structure de notre premier patrimoine, c'est-à-dire que c'était en fait des biens qui étaient comme ça soumis à la tutelle de l'État. Et ensuite, on a fait des lois pour atteindre des biens qui appartenaient à des particuliers, par exemple, qui étaient évidemment hors de cette tutelle de l'État sur les collectivités. Mais on a une trace de ça aujourd'hui dans notre système très centralisé en fait, de protection du patrimoine. Mais cette idée d'avoir l'État qui effectivement se sert d'une tutelle qu'il a sur des collectivités qui lui sont subordonnée, en réalité, elle correspond à quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire que pour protéger le patrimoine, on ne peut pas être juge et partie. Une collectivité, par exemple, qui a la maîtrise de l'urbanisme, il y a des tentatives, il y a des tentations en fait, de faire ça aujourd'hui, ne peut pas en même temps protéger le patrimoine. C'est-à-dire qu'on protège le patrimoine avec une bonne distance.
Sélectionner ce qui appartient au patrimoine, c'est aussi une façon d'écrire le récit national, de façonner l'identité. Vous êtes d'accord avec cela, Charles Persona ? Oui, et ce qui était dit à l'instant montre bien comment les choses se sont faites, en fait, progressivement, avec une extension progressive du champ du patrimoine et avec cette distance que l'État gardait sur la protection du patrimoine. Et effectivement, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que des choix ont été faits. Et ces choix reflètent les idées d'une époque, la vision que chaque époque a du patrimoine, c'est-à-dire de ce qu'elle reçoit des siècles précédents et de ce qu'elle décide de transmettre aux siècles qui vont lui succéder. Voilà, alors vous parlez de transmission, justement. Là, l'actualité, ce sont les journées européennes du patrimoine qui permettent chaque année de célébrer le patrimoine dans toute l'Europe. Cette année, le thème est « Le patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine ». Pourquoi ce choix d'après vous ? Est-ce que justement le patrimoine existe lorsque le public vient à sa rencontre ? C'est ce qui permet de le transmettre ? Julien Lacaze ? Oui, c'est une évidence. Effectivement, il faut que le patrimoine soit reçu par le public. On ne protège pas des choses qui n'ont pas de signification pour les gens. Il y a aussi peut-être un petit clin d'œil au loto du patrimoine, qui est une façon justement pour le public de contribuer directement à sa conservation, avec effectivement, on voit une évolution dans les conceptions qui étaient très, très régaliennes, extrêmement étatiques. Et maintenant, on dit, sauvez votre patrimoine vous-même, en quelque sorte, ce qui peut poser question quand on connaît les budgets de l'État, qui ne sont pas très vraiment ambitieux dans ce domaine. Donc effectivement, quelle est la place légitime de la générosité du public dans la conservation du patrimoine ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu plus au niveau de nos institutions, au niveau de la proportion qu'on consacre au ministère de la Culture justement pour la restauration du patrimoine, et faire le loto du patrimoine, en faire une sorte de cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ce qu'on n'aurait pas espéré faire. Et là, peut-être que le loto du patrimoine, il prend un peu sur des choses qui devraient être assumées par l'État. Vous pouvez peut-être nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que le loto du patrimoine, qui a été, je crois, mis en place il y a deux ans à peu près, en 2019 ? Oui, c'est un loto où les gens qui participent à ce loto participent de ce fait à la restauration d'un certain nombre de sites qui ont été présélectionnés partout en France. En achetant des tickets de loterie. Et c'est vrai que c'est un surcroît. C'est-à-dire que ça ne doit pas venir pour remplacer ce que légitimement l'État, les collectivités territoriales, les propriétaires privés aussi font pour préserver ce patrimoine. Ça doit être cette cerise sur le gâteau, ça doit être ce surcroît qui permet à certaines choses qui n'étaient pas possibles de se faire d'être faites. Alors la notion de patrimoine, elle a beaucoup évolué, notamment au XXe siècle, avec l'idée que la création du temps présent pouvait s'inscrire dans cette notion. Et puis, on a ajouté aussi les concepts de patrimoine immatériel ou encore de patrimoine naturel. Quelle place ont tous ces différents types de patrimoine dans le patrimoine contemporain, Julien Lacaze ? Il y a un véritable enjeu parce que le patrimoine du XXe siècle, en fait, est en train de disparaître sous nos yeux. Peut-être parce qu'on n'a pas assez de recul, donc il n'y a peut-être pas assez d'attachement justement pour ces bâtiments qui sont en béton. Vous dire qu'on protège moins le patrimoine récent que le... On le labellise. Ce qui est très compliqué, c'est le passage en fait du label vers une véritable protection dont on a souvent besoin. Nous, on a des cas, par exemple, la butte rouge. Qu'est-ce que c'est la butte rouge ? Une cité-jardin des environs de Paris, qui est vraiment quelque chose qui était un modèle en fait du genre qui a été bâti dans les années 30. On a énormément de mal à le protéger. Là, il y a tout un projet en fait qui vise à le détruire quasiment à 80%, parce que peut-être on n'a pas assez... c'est plus difficile de communiquer sur ces bâtiments-là. Et ça, c'est vraiment un enjeu très particulier. Et en tous les cas, le patrimoine de demain, il faut le protéger aujourd'hui. Sinon, après, c'est trop tard. Exactement. Alors justement, à ce sujet, nous allons vous emmener maintenant dans l'un des bâtiments emblématique de Paris, le magasin du Printemps Haussmann, pour un voyage au cœur de ce grand magasin et de ses transformations depuis plus de 150 ans. C'est l'un des plus célèbres grands magasins de la capitale française et l'un des plus anciens.
si Parisiens et touristes ont l'habitude de s'y rendre pour leurs achats, c'est aussi un lieu à l'architecture remarquable qui raconte un peu de l'histoire de Paris. Construit il y a 155 ans, avec un luxe inouï pour l'époque, le Printemps Haussmann est à ce jour le seul bâtiment commercial parisien inscrit au titre des monuments historiques. Alors ici, on est devant la façade historique du magasin qui date de 1882. Et en fait, il y a deux innovations remarquables dans cette façade. D'une part, c'est l'architecture métallique qui permet ces grands vitrages qui font pénétrer à profusion la lumière à l'intérieur. Et on est en 1882, donc plus de 6 ans avant la Tour Eiffel. Et c'est une vraie révolution d'avoir une façade métallique comme ça, en pleine rue dans Paris. Et la deuxième révolution, c'est qu'on a ici la toute première architecture publicitaire. Regardez, il y a écrit Printemps, 1, 2, 3, 4, 5 fois sur cette façade principale, avec des mosaïques qui brillent au soleil et qui sont comme les néons finalement de l'époque. La visite se poursuit dans les sous-sols. On peut y observer le mécanisme sur rail des grilles monumentales, restaurées puis remises en service en 2020. Et les souterrains, où s'activent artisans et techniciens, un dédale de couloirs qui passe sous les rues de Paris et communique avec les différentes parties du magasin. Les plus grands architectes ont travaillé sur ces bâtiments entre le style éclectique du Second Empire, l'Art Nouveau, l'Art déco et des créations plus contemporaines dans les 10-15 dernières années. Les mosaïques de l'entrée et l'escalier au motif de vaguelettes évoquent l'Art déco, puis les escaliers flottants nous mènent au 6e et dernier étage, à la rotonde de la Présidence, qui n'ouvre d'ordinaire ses portes qu'à quelques VIP triés sur le volet. Enfin, le clou du spectacle, la somptueuse coupole Wibo aux éblouissants vitraux de 16 mètres de hauteur et 20 en largeur. À l'origine, cette verrière polychrome était visible du rez-de-chaussée, 50 mètres de vide, coiffée par ce ciel fleuri de verre. Ça permet d'avoir une expérience un peu différente du grand magasin, de découvrir ses secrets, sa valeur patrimoniale, de créer de nouvelles émotions chez nos clients en découvrant des lieux qu'ils ont soit jamais vus, soit vont découvrir autrement. Au cours de ses 5 participations aux Journées européennes du patrimoine, le Printemps Haussmann a déjà accueilli de nombreux visiteurs, jusqu'à 1500 pour l'édition 2018. Cette année, avec la crise sanitaire, 500 curieux sont attendus pour une plongée dans ce symbole du Paris du 19e siècle et ses métamorphoses jusqu'à aujourd'hui. Alors on l'a vu, les Français sont attachés au patrimoine et en tout cas participent massivement aux Journées du patrimoine. Je crois que c'est 12 millions en moyenne, en dehors de la crise sanitaire bien sûr, de participants. Ils ont aussi manifesté beaucoup d'émoi lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu. C'était en avril 2019. Où en sont aujourd'hui les travaux de rénovation, Charles Personnat ? Écoutez, ce que l'on sait, parce que j'en sais pas beaucoup plus que tout le monde, mais c'est que les travaux de restauration proprement dit ont commencé après les travaux de consolidation et puis d'évacuation de l'ensemble des débris. Et donc les équipes se relaient presque, j'allais dire jour et nuit, c'est un peu fort, mais enfin les équipes sont très, très mobilisées et avancent à un rythme soutenu en gardant à l'esprit cet objectif d'une première messe à Notre-Dame en 2024. Voilà, donc c'est très bientôt. C'est un événement tragique, mais c'est un événement qui a aussi permis de révéler la fragilité de justement notre patrimoine et la nécessité d'en prendre soin. Il y a un plan cathédral qui a été mis en place pour justement contribuer à entretenir ces bâtiments. Mais à côté de ces monuments stars, je pense notamment aux cathédrales classées, d'autres monuments mériteraient et nécessiteraient davantage de financement pour être entretenus correctement. On est dans une situation contrastée. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Julien Oui, Lacaze ? situation très contrastée, c'est vraiment le terme. Il y a 45 000 environ monuments classés et inscrits en France. Et effectivement, les touristes ne se rendent en masse que dans certains d'entre eux, alors qu'il y a des trésors, notamment à la campagne. Et nous, on essaie de sensibiliser les pouvoirs publics sur aussi
le contenu de certains de ces monuments historiques. Les églises sont c'est probablement le premier musée de France en termes de nombre d'œuvres, parfois de qualité des œuvres qui s'y trouvent. Les demeures historiques aussi sont souvent de véritables musées. Et pourtant, tout ça s'étiole. Il n'y a pas forcément de restauration comme on les ferait dans un musée. Il n'y a pas forcément de mise en valeur des œuvres dans les églises. Les collections des grandes demeures historiques ont tendance à être vendues aux enchères, à être dispersées. Et là, donc on perd effectivement cette attractivité touristique fine. Et nous, on milite vraiment pour le maintien de trésors à la campagne, pour inviter nos amis touristes à approfondir, à venir vraiment dans le pays et de ne pas se concentrer seulement sur quelques monuments phares. Alors, vous l'avez abordé, ça coûte très cher d'entretenir ce patrimoine, surtout si on va jusqu'à chercher les petites églises locales. On a parlé tout à l'heure du loto du patrimoine, mais combien coûte globalement l'entretien du patrimoine et comment est-ce que c'est financé? C'est difficile à dire, de répondre précisément à votre question. Ce que l'on peut dire, c'est ce que fait l'État à peu près chaque année, c'est-à-dire environ 400 millions d'euros là sont les chiffres de l'année dernière, 400 millions d'euros qui sont dévolus à l'entretien et à la restauration du patrimoine. On est dans un contexte très particulier parce que vous savez que le patrimoine fait partie du plan de relance et donc 600 millions à peu près d'euros vont être dépensés au titre du plan de relance pour le patrimoine français. Les collectivités territoriales font évidemment un effort très conséquent, les propriétaires privés également, et tout ça effectivement face à des besoins qui sont considérables. Et comme cela a été rappelé, et je crois que c'est vraiment un point très important, ce patrimoine est sur l'ensemble du territoire. Et l'intérêt pour ce patrimoine concerne tout le monde en France. Et on le voit, il y a une vivification de certaines parties de notre territoire, certaines collectivités qui s'emparent de ces sujets véritablement, et l'on voit qu'à travers le patrimoine, véritablement, ils arrivent à faire vivre leur commune, leur département, leur région. Donc il y a vraiment une question aussi de volonté, d'attachement, de faire de ces éléments de patrimoine des points clés du développement d'un territoire. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Donc il y a un effort conséquent, mais on le voit avec l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame reflète malgré tout une insuffisance de financement et d'attention. Et donc je crois que c'est vraiment un signal d'alarme, si je puis dire, parce que c'est bien plus grave que ça. Et ça doit nous encourager tous à considérer cela comme étant de notre responsabilité première que de pouvoir transmettre aux générations futures ce patrimoine, qu'il s'agisse des grandes cathédrales, pour lesquelles un effort, vous l'avez rappelé, a été fait, mais qu'il s'agisse aussi du petit patrimoine. Alors, pour protéger le patrimoine, il faut évidemment des moyens financiers, mais il faut aussi des savoir-faire. L'INP, l'Institut national du patrimoine, que vous dirigez, Charles Personnat, forme des conservateurs, mais aussi des restaurateurs. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de ces métiers qu'on connaît finalement assez peu ? Les conservateurs, ce sont eux qui vont être en charge des collections des musées, des fonds d'archives, des monuments historiques, des sites archéologiques, pour l'État ou pour les collectivités territoriales. Les restaurateurs sont ceux qui interviennent directement sur les œuvres pour les restaurer, pour permettre justement qu'elles puissent traverser le temps. Vous pouvez nous citer quelques-uns de ces métiers, justement ? Oui, eh bien, à Aubervilliers, d'ailleurs le site est ouvert samedi, et donc j'invite tous ceux qui le veulent à venir le voir. À Aubervilliers, dans nos ateliers, eh bien, on a de jeunes restaurateurs qui suivent une formation de 5 ans et qui interviennent, qui sur un Christ du nord de la Bretagne, qui vient d'une petite église du nord de la Bretagne, à l'atelier textile sur des robes du XVIIIe siècle, à l'atelier des arts du feu sur tel élément d'émail, etc. Et donc tout ça, vous pouvez le découvrir, et ce sont eux qui vont intervenir après, durant toute leur carrière, sur les œuvres qui sont conservées dans les musées ou dans les monuments historiques partout en France. Et pour finir, une dernière question. On va parler de protection, mais dans un sens plus large, parce qu'aujourd'hui, pour protéger, il faut penser à l'environnement. Les conséquences des dérèglements climatiques sont un des nouveaux défis à affronter pour la préservation du patrimoine et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez revenir justement sur ces questions, peut-être Julien Lacaze, pour terminer, sur ce défi ?
Oui, alors c'est un défi. Donc effectivement, la montée des eaux peut menacer un certain nombre de patrimoines, les incendies aussi. Mais ce qui peut aussi menacer le patrimoine, ce sont des normes qui, paradoxalement, pour lutter contre le réchauffement climatique, peuvent porter atteinte au patrimoine. D'une façon assez curieuse, parce qu'on pourrait faire les choses bien. 2 exemples, les éoliennes, qui en France ne contribuent pas nécessairement à la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'on a déjà une électricité qui est décarbonée grâce au nucléaire. Et puis, toutes les mesures qui visent à isoler le bâti, y compris le bâti ancien, qui peuvent être dramatiques, avec des isolations par l'extérieur, des menuiseries. Nous, on le voit, des portes. Une porte, c'est l'âme d'une maison, des portes du XVIIIe siècle qui partent à la benne, qu'on retrouve à vendre sur le Bon Coin. Qui sont remplacées par du plastique. Qui sont remplacées par du plastique. Donc ça, est-ce vraiment écologique, même si c'est plus étanche? Des décors intérieurs qui disparaissent sous du placo-plâtre parce qu'il faut isoler aussi par l'intérieur. Donc là, il y a une menace qui est vraiment une lame de fond pour le patrimoine bâti. Difficile de concilier la préservation de l'environnement et celle du patrimoine. C'est possible, mais il ne faut pas avoir une vision massifiée en fait, des choses. Il faut faire du sur-mesure. Merci à tous les deux. Pour poursuivre cette conversation, nous allons aborder un autre sujet très contemporain, celui de la restitution du patrimoine culturel aux pays anciennement colonisés. Zahia Rahmani va nous rejoindre pour nous en parler. Bonjour Zahia Rahmani. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine et historienne d'art de formation, responsable à l'INHA du domaine Histoire de l'art mondialisé. Alors, la question de la restitution fait débat dans tous les pays anciennement colonisateurs européens et bien sûr en France. C'est une problématique qui s'inscrit dans le débat postcolonial, mais aussi dans un contexte de boom de création des musées à travers le monde. Est-ce que vous pourriez recontextualiser un petit peu tout ça pour commencer et puis nous expliquer comment la question a émergé ? Alors en fait, c'est une vieille question. Elle peut concerner aussi, aujourd'hui, on a un monde qui serait le monde européen et on pense que les choses sont totalement stabilisées. Mais ça s'est joué de par le passé, à l'intérieur même de communautés européennes, le fait de rendre ou prendre. Napoléon, par exemple, il a aussi pris un certain nombre de choses à des communautés européennes. Alors une fois que les choses sont posées, moi, d'un point de vue strictement moral, éthique et personnel, je suis, par principe, pour les restitutions. Mais la question des spoliations, elle devrait se penser de plusieurs manières. Là, on parle d'objets dont on pense que des communautés données en Afrique ont eu un continuum culturel. Il est évident que pour tout le monde, ces objets relèvent de pratiques culturelles et cultuelles ou sociales appartenant à des communautés données. On sait, concernant ces objets, qu'il est évident, facile, aisé de les mettre en lien avec des groupes humains, comme participants de leur histoire. La vraie question est de savoir, et c'est ça qui est passionnant, parce que derrière les objets et la question de la restitution, il y a la manière dont on écrit l'histoire. Oui, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. À tout l'enjeu de demain pour nous tous, c'est de reprendre ce grand cahier et de se poser la question de la manière dont on a hiérarchisé les objets, entre ce qu'on pourrait appeler art primitif, art premier, voilà, et d'autres, mais aussi la manière dont, et ça c'est dans les intérêts parfois de modèles nationaux, dont on a considéré que des objets donnés n'appartenaient pas nécessairement à l'histoire d'un pays et d'une entité. Donc ça devient passionnant de se poser la question, parce qu'il n'y a pas derrière la restitution, ça ne fonctionne pas une restitution en fait, si symboliquement les choses ne sont pas réparées non plus. Et ça passera nécessairement par le texte, par le récit, par la manière dont on s'approprie les objets. Et pour l'avoir vu par exemple dans certains pays où il y a une présence d'objets qui sembleraient extérieurs aux sociétés dans lesquelles ces objets sont posés, il n'y a personne dans le musée. C'est vide. Je vais peut-être me tourner vers nos 2 autres invités pour leur proposer de réagir à ce qui vient d'être dit. Charles Persona, pour commencer peut-être. La grande question qui se pose à nous à l'Institut national du patrimoine, c'est d'abord une question de formation des conservateurs sur ces questions, et notamment sur comment est-ce qu'on travaille sur l'origine des collections dont vont avoir la charge les conservateurs. Comment est-ce qu'ils établissent l'histoire de ces collections? Ça, c'est un point très important. Et puis, d'autre part, effectivement, il y a eu le discours de Ouagadougou et un certain nombre d'engagements politiques qui ont été pris, mais dans un cadre qui est plus large, qui est celui, ce que vous disiez, c'est-à-dire des échanges
entre professionnels du patrimoine, entre universitaires, pour rétablir une circulation d'idées, une circulation une conversation en fait sur ces questions de patrimoine. Donc ce débat sur les restitutions, il faut le prendre, je crois, mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire dans un sens beaucoup plus large. En fait, il ne tarit pas la question, bien au contraire, il l'ouvre et il l'ouvre à des champs de coopération tout à fait intéressants. Vous voulez dire un mot, Julien Lacaze ? Oui, c'est une question qui effectivement est complexe. Et qui bat quand même en brèche un principe de notre droit qui est celui de l'inaliénabilité des collections, qui est un très vieux principe. C'est une loi fondamentale du royaume qui a été créée sous François Ier et qui faisait que les rois n'avaient pas le droit de se dessaisir des biens de la couronne. François Ier n'aurait pas pu vendre la Joconde. Alors, vous voyez, pourtant c'est une œuvre italienne qui a été intégrée au patrimoine français. Donc ça, c'est vraiment une difficulté parce que ce principe est un principe très fructueux et fait qu'aujourd'hui, nous avons tous ces trésors, notamment au musée du Louvre. D'un autre côté, nous croyons vraiment au contexte pour les œuvres. C'est-à-dire que certaines œuvres ont besoin d'être dans un certain environnement pour révéler tout leur sens, en fait. Et elles peuvent avoir une importance symbolique, en fait, pour certains pays. On ne peut pas priver un peuple de biens qui le définissent fondamentalement. Moi, je pense à une solution que je trouve très fructueuse, qui est celle qu'a adopté le musée Getty en déposant le bureau de Louis XVI au Petit Trianon. Le musée Getty ? Le musée Getty donc de Malibu, qui est près de Los Angeles, un très grand musée américain. Et ce bureau, effectivement, avait été conçu pour une pièce du Petit Trianon, en harmonie avec un décor. Et ce bureau a été déposé par le musée Getty au musée de Versailles et de Trianon. Donc on sait, il reste la propriété de ce musée, il porte la trace de ce grand collectionneur qui était Paul Getty, qui a compris l'importance en fait du mobilier avant beaucoup d'autres musées. Donc il porte la trace vraiment de l'empreinte de ce collectionneur et en même temps il est revenu dans son contexte. Mais il ne nous appartient pas. Voilà. Donc là il y a peut-être une piste effectivement à explorer pour essayer de concilier cet aspect d'inaliénabilité et en même temps de retour des œuvres dans leur contexte. J'ajoute quand même que ces spoliations, il ne faut pas parler que de ça. Le marché a fait énormément de dégâts. Il y a des œuvres qui sont sorties légalement, y compris de notre propre pays, et que l'on regrette aujourd'hui infiniment. Donc c'est une question qui est en fait plus large et ce qui est celle aussi de la mondialisation, de ce brassage qui fait perdre en fait leur lien à ces œuvres avec un pays, avec un contexte, parfois archéologique. Là, évidemment, le contexte, il est très très fort, très important pour comprendre ces œuvres. Voilà. Si je comprends bien, il faudrait regarder les choses au cas par cas. Il y a du cas par cas, mais voilà. Petit clin d'œil à Léonard de Vinci, il est venu avec la Joconde dans sa valise. C'est pas. Oui, il y a d'autres œuvres qui étaient. Voilà, il est venu avec. Non, mais il y a un enjeu, par contre, pour les jeunes générations. Et il est clair que la discipline qui concourt à la connaissance de ces objets, pour aller vite, on la nomme histoire de l'art. Il s'avère qu'on voit de plus en plus de par le monde des instances qui se mettent en place pour que soit pensée, réfléchie l'histoire de ces objets, leur fonction dans le territoire donné. Mais la question de leur préservation, là où elle est passionnante, c'est qu'elle pose aussi des enjeux politiques. C'est-à-dire qu'il faut une forme de stabilité pour qu'un objet puisse trouver dans un territoire donné le lieu de sa sérénité. Et ça veut dire aussi que les sociétés susceptibles de les accueillir sont des sociétés qui s'engagent à ce qu'il y ait une certaine forme de sérénité envers ces objets. Là, je parle de manière un peu abstraite, mais c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. Quels sont les gages qu'on donne pour que ces objets trouvent leur sérénité ? Parce que ça ne veut pas du tout dire qu'au Quai Branly, nécessairement, ils ont trouvé leur sérénité, parce qu'ils le disent eux-mêmes, nos amis du Quai Branly, parfois ce sont des sanctuaires, ces objets, parce qu'ils ont été aussi dépossédés presque de ce qu'on nommerait un rituel, une relation à. Est-ce qu'on n'est pas dans aussi la mystification de ces rituels et qu'ils ont tendance à disparaître ? Mais il est passionnant de penser les choses sous une forme de protocole. Nous sommes engagés maintenant dans cette idée, mais passer aux actes, ça va nécessiter une série de démarches très conséquentes et importantes qui peuvent et qui doivent être pris aussi dans un ethos très particulier. Ça doit nécessairement changer les politiques des sociétés qui sont concernées par ces objets.
Notre émission arrive à son terme. Merci à tous les trois, Julien Lacaze, Charles Persona et Zaya Rahmani, d'être venus nous parler du patrimoine et de la restitution du patrimoine culturel. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans Pour tout vous dire.